Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Pour une fois, l'intro va être super courte, je sais pas si vous l'entendez. En fait, je suis arrivé au Brésil il y a pas longtemps et j'avais fait 1 million de choses avant de partir. Je m'étais couché super tard, j'avais dormi très peu, histoire de tout boucler avant de partir et ça a pas loupé. Je suis parti avec un mal de gorge et hier j'avais perdu ma voix. Mais sauf que là, on est déjà lundi, puisqu'il y a le décalage horaire. Donc je me suis dit je vais tourner l'intro comme ça, demain je sais pas du tout quelle sera ma voix, et puis le matin ça va mieux et vers le soir ça se dégrade. Donc je vais faire super court, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors aujourd'hui on a Sonine comme invitée, et Sonine elle a la double casquette de expert comptable et investisseuse immobilière. Elle a pu quitter son emploi en 1 an et demi, alors qu'elle avait pas d'investissement, elle s'est lancée à fond en 1 an et demi. Elle avait pu quitter son emploi dans la finance. On va voir avec elle son parcours, et on va discuter notamment pas mal de toute la question fiscalité et surtout cotisation sociale quand on veut devenir rentier, quand on est rentier aussi, quand on est entrepreneur. On sait qu'en France, souvent on dit qu'en France c'est l'enfer fiscal. En fait, quand on compare avec d'autres pays, la fiscalité, notamment l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, il est pas très différent en France du reste de l'Europe par exemple. Par contre, c'est plutôt les cotisations sociales qui peuvent vraiment vous assassiner. On va voir ça donc avec Sonine, quel est le meilleur statut à adopter en fonction de ses stratégies, de si on veut cotiser pour la retraite ou non. C'est un peu la question du moment. Donc voilà. Avant de démarrer, j'ai pas mal quand même quelques trucs à vous raconter, en espérant que ma voix, elle va tenir. Alors, l'épisode, par contre, il a été enregistré, bien sûr, avant que je perde ma voix, donc pour le reste de l'épisode, ça ira. Sinon, je suis au Brésil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis avec une bonne équipe d'investisseurs. Il y a des invités que j'ai eu sur le podcast, des futurs invités. J'ai failli déléguer d'ailleurs à Florent, avec qui j'ai fait le guide du squat, l'épisode du guide du squat, l'intro du podcast, parce que hier, en fait, je suis arrivé même plus à prononcer le moindre mot. Vais-Visiblement, ça a tenu le coup. Je voulais vous raconter, et par contre je voulais enregistrer des épisodes avec des invités en direct, mais là je vais passer mon tour parce que c'est impossible que je parle pendant 1 heure. Sinon, donc je vous ai souvent raconté le niveau d'énergie, à quel point il faut justement faire attention. Moi j'avais pas trop le choix, donc j'étais sur 1 million de projets en même temps. Déjà même le dimanche je travaillais jusqu'à 22h, et voilà, on le paye tôt ou tard. Par contre, un bon point que j'ai pu expérimenter, pour la première fois, j'ai fait un vol long courrier en business class. Donc il y a des systèmes d'enchères, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des systèmes d'enchères quelques jours avant de monter dans l'avion. Donc moi j'avais mis à peu près l'enchère minimum, qui était déjà cher quand même. Mais en gros, ça vous coûte environ, ça vous double le prix de l'aller, je dirais. Ça coûte à peu près le tiers du prix d'un billet business normal. Et punaise, c'était une sacrée bonne expérience. Et on dit souvent, il y a des personnes qui, je sais pas si c'est des légendes ou quoi, mais qui disent que même quand elles étaient en train sur le chemin de la réussite, mais qu'elles avaient pas un rond, elles voyageaient quand même en business class parce que comme ça elles se projetaient, visualisaient tout ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas très probablement que le retour je le ferai en écho, et ça c'est vrai que niveau projection et tout ça, ça peut en inspirer certains de se dire je vais tout faire pour voyager tout le temps en business. Alors c'est pas l'objectif de tout le monde, bien entendu, et puis moi je voyage assez souvent, donc j'ai clairement pas les finances pour mener de front toutes mes activités, plus si je commence à claquer encore des milliers d'euros à chaque fois que je voyage. Mais bon, donc tout ça pour vous dire, parfois il y en a, je sais pas, ils vont essayer, je sais pas à quel point les gens sont sensibles à ça ou non, mais il y en a, ils vont essayer la voiture dont ils rêvent, il y en a qui vont aller devant la maison dont ils rêvent, il y en a qui vont voyager une fois en business class pour voir ce que ça fait, et puis ensuite comme ça ils mettent en place toutes les actions pour pouvoir le faire tout le temps, s'ils le souhaitent. Après, j'ai aucun doute sur le fait que on s'y habitue, aussi luxueux que ce soit, on s'y habitue, et la première fois qu'on le fait, ça nous procure beaucoup de plaisir et de bonheur, et puis sûrement que les fois d'après, petit à petit, on oublie. Ça, c'est toujours pareil, hein, on s'habitue et on en profite un peu moins. Alors, sinon, j'ai pas mal d'annonces à vous faire quand même. Donc merci à Vial Seba pour son commentaire. Donc, je suppose que tu t'appelles Sébastien, pour son commentaire. Bye bye patron, et les conseils précieux de Thibaut, un incontournable avant de vous lancer. Commencez au premier. Donc voilà,
merci pour ton commentaire. Je ne peux que vous inciter à mettre des notes 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et un petit commentaire. Franchement, en toute transparence, on sait pas du tout à quel point ça nous aide pour le référencement. Mais en tout cas, ça nous aide pour la motivation, vous en doutez. J'ai dû me faire un peu violence pour enregistrer cette intro aujourd'hui parce que voilà, j'ai vraiment un débit qui est pas très bon et puis ça me fatigue énormément. Après, on a deuxième point, on a des nouveaux membres au Club Invest, donc bienvenue à Eddy, justement il a souscrit quand j'étais dans l'avion, et merci à tous ceux qui nous ont contactés, donc je suis super content. Je pense qu'il y a peu de gens qui font comme Michel et moi, donc Michel c'est mon associé avec qui j'ai pas mal d'appartements, où voilà, on peut se répartir les tâches en fonction de notre disponibilité. Lui il est parti au Canada, donc c'est vrai que pendant quelques semaines il était bien occupé avec ça. Moi j'étais occupé avec d'autres projets, donc comme ça on est tout le temps dispo en continu, et puis vu qu'il a 6 heures de décalage sur la France, en gros on répond 24 heures sur 24 quasiment aux questions des membres. Donc on est je suis super satisfait de cette association. Pour justement le Club Invest, on avait fait un week-end IMO l'an dernier. Donc c'était un peu du style les Marseillais à Dubaï, sauf que c'était les investisseurs à Turkheim en Alsace. On a arrêté les dates. Ce sera alors très très probablement le week-end du 18 au 20 août. Et ce sera normalement à Chamonix. Donc si vous êtes intéressé, le mieux c'est que vous me l'indiquiez. Bien sûr, ça vous engage à rien. C'est juste pour des soucis d'organisation, savoir quel type de chalet. Donc on a regardé déjà pour des chalets, on a essayé d'en réserver, mais pour l'instant il y a eu des problèmes de nombre de nuits, etc. Mais donc si vous pouviez m'indiquer votre intérêt, donc le mieux c'est que je vais mettre le lien dans la description, vous allez sur le site du Club Invest et il y aura un petit formulaire, vous mettez juste votre nom, vos coordonnées, enfin non, votre prénom, vos coordonnées, et comme ça, quand on aura les tickets qui seront en vente, on vous les proposera en priorité. Donc ça nous aide, question d'organisation, c'est juste ça. Et je vous dirais, dès que c'est définitif, on s'en occupe là tout bientôt. Fallait qu'on voit quand Michel sera justement en France. Donc ce sera le week-end du 18 au 20 août. Et là, donc à Chamonix, je pense que les dates, c'est vraiment 99,9% sûr. Le lieu, ça dépend de ce qu'on trouvera. Mais on a plutôt tendance à pencher vers Chamonix, parce que lui, il a justement un appartement là-bas. Donc ça nous fera un point de chute, et puis comme ça, nous on louera une villa, peut-être un hôtel, on va voir, ça dépendra du nombre. Donc voilà, merci s'il vous plaît, merci de remplir le petit formulaire, ou au pire du pire, vous m'écrivez sur Instagram, ça me tente bien. Comme ça, on arrivera un peu à sizer, je sais pas comment on dit en français, mettre le curseur sur le nombre de personnes qu'il faut prévoir. Donc vous allez sur le site clubinvest.fr, CLUB1, donc un 1, le chiffre, VEST.fr, CLUB1VEST.fr. Ou sinon vous allez sur mon site grosbier.com, et il y a le lien bien sûr sur le site du Club Invest. Et tant qu'on y est, sur mon site grosbier.com, vous avez accès à tous les programmes. Mon best-seller, négocier pour faire des gros billets. Voilà, les taux d'intérêt augmentent, c'est vraiment le moment de négocier. Je parle à pas mal de personnes, notamment les membres du Club Invest, mais pas que. Et il y a vraiment moyen de faire passer des belles négociations en ce moment. Puis après, j'ai d'autres formations. Un dossier bancaire en béton, c'est une petite formation, c'est pas cher. Si ça vous intéresse, vous avez les documents que j'utilise, etc. Et en pré-lancement, une formation qui est à moins 50%, qui sera lancée officiellement en mars, mais du coup au prix plein. Et donc c'est une formation, lancer un podcast pour changer de vie. J'ai déjà bien travaillé dessus, notamment dans l'avion. Et elle sera disponible en mars. Enfin, si vous voulez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous juste pour un appel avec moi, ou même avec Michel, c'est pour parler des travaux, etc. Vous avez le lien là-dessus. Pareil sur mon site grosbier.com, parce que nous on accompagne des gens, le but c'est vraiment de les accompagner dans toutes les phases de leurs premiers achats. Mais après on a des personnes qui nous contactent pour discuter entre différentes possibilités de financement, pour laquelle est-ce qu'on opterait, des personnes qui ont déjà du patrimoine, qui se posent la question de vendre ou non, des personnes qui veulent commencer mais qui sont vraiment juste en réflexion. Donc parfois un coup de fil ça peut vous débloquer. Donc vous allez sur mon site grosbier.com, et vous avez accès à tout. Voilà, on est parti avec Sonine.
Je pense que l'épisode il est super intéressant. Si vous êtes en train de courir ou de conduire, essayez quand même d'être très attentif. J'ai essayé vraiment de simplifier, de répéter. Et Sonine, elle est assez pédagogue sur ce point de vue, voire très pédagogue. Mais on parle de taux, on parle de SAS, de URL, de micro-entreprise. Les taux varient en fonction de vos statuts, etc. Mais c'est vraiment un épisode, franchement, j'ai pas de podcast privé, mais sinon ça aurait été un épisode de podcast privé, c'est certain. Et là, c'est gratuit, c'est pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, ce sera en Argentine avec Lara que j'ai déjà eu sur le podcast. Mais voilà, normalement c'est comme ça que ça devrait se passer. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Sonine. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on accueille Sonine. Salut Sonine, comment est-ce que ça va ? Salut Thibaut, ça va bien et toi ? Bonsoir tout le monde. Eh ben, ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir. Donc en fait, j'avais assisté à ta conférence au salon de l'immobilier de Bordeaux et été expert comptable. Et c'est vrai que moi, j'avais longtemps suivi ce process. La compta, c'est un truc que j'aime bien. Hein, voilà, on a le droit de l'avouer. Et donc aujourd'hui, on va faire un épisode un peu technique quand même. Donc faut s'accrocher si vous êtes en voiture ou en train de courir. Il faudra peut-être l'écouter 2 fois. Et donc on va parler un peu fiscalité, cotisation sociale et faire le lien entre le chiffre d'affaires qu'on encaisse en location courte durée et combien il nous reste dans la poche, voilà, combien il faut en brut pour avoir le net qu'on souhaite pour dire bye bye patron. Si tu veux, je te laisse te présenter rapidement et puis après j'aime bien que les invités pour démarrer ils racontent un peu une anecdote, soit d'un job étudiant qu'ils ont eu, soit donc ça s'appelle Bye Bye Patron l'épisode, le Ouais. show. Peu en lien, tu vois, là où tu t'es dit, peut-être que je serais pas salarié toute ma vie à faire cette tâche. Donc, voilà, je te laisse te présenter. Très bien. Alors bonsoir tout le monde, je suis Sonine Henry, moi je suis investisseuse immobilier et je suis aussi expert comptable. Donc investisseuse immobilier, moi j'investis dans des immeubles de rapport et de location courte durée, voilà, parce que en 2018 j'ai eu cette envie, comme beaucoup, d'indépendance financière et de liberté financière. Donc j'ai tapé, comme beaucoup de gens, je pense, sur Internet, comment devenir riche sans rien faire. Donc le sans rien faire à mettre avec des guillemets, hein, parce que quand on fait de l'immobilier, je pense que tout le monde a compris que le sans rien faire, c'est un peu utopique. Hein. Quand t'as un bien, 2 biens, ça va, mais bon, c'est pas avec ça que tu vas vivre. Quand t'en as plus que 10, c'est différent. C'est exactement ça. Donc moi, j'avais commencé en fait sur quelques appartements en fait patrimoniaux en région parisienne, parce que je suis de Paris. Donc c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on quitte un job salarié, puisqu'au contraire on sort même de l'argent de sa poche, hein. On nous dit que ça va nous rapporter dans 20 ans, dans 25 ans, mais finalement voilà, on investit sans vraiment se dire que on va en profiter. En tout cas on le voit pas au quotidien. Ouais, bien sûr. On voit plutôt ce qu'on sort, voilà. Et là t'étais salarié à ce moment-là, en 2018. J'étais salarié, tout à fait. Et en 2018 justement, là je vois sur internet qu'on peut commencer à se générer de l'argent, donc du cash flow, le fameux cash flow. Au quotidien, en plus de gagner de l'argent dans 20 ans, une fois que le crédit est terminé. Donc ça, c'était carrément... je pense que ça a été un choc pour moi, vraiment. Parce que du coup, j'en ai pas dormi pendant 24 heures. Et du coup, j'ai changé ma stratégie. Et c'est là où j'ai commencé à investir dans des biens plus rentables, dans l'immobilier de rapport, des immeubles de rapport, et en faisant de la location courte durée, qui me permettait de partir plus rapidement de mon job salarié. Alors, pour raconter une anecdote comme ça, moi j'ai travaillé dans une grosse maison de disques. En fait, après j'étais salariée, voilà. Donc tout le monde faisait la fête dans cette maison de disques. Et j'étais la seule peut-être à bosser réellement, parce que j'étais déjà dans la finance. J'étais déjà dans la finance et j'avais souvent. Alors les horaires, faut savoir que c'est complètement décalé dans la musique. C'est-à-dire que les gens ils se réveillent à 11h du matin, ils bossent à 11h du matin et ils sont encore au taf à 23h. Voilà. Parce qu'ils vont à un concert, ils vont à une salle, voilà. Donc ils sont complètement décalés et c'est vrai que moi j'étais encore dans le format 9h 17h, 9h 18h en fait. Donc c'était complètement bizarre de faire ce genre de choses, sauf que moi je faisais pas la fête comme eux, c'est-à-dire que j'allais pas dans des showcases, dans des concerts ou quoi que ce soit, moi je bossais réellement. Parce que j'avais en face de moi des gens qui étaient complètement décalés par rapport à la réalité, qui me demandaient des chèques, des factures, des choses comme ça, enfin de l'administratif à 21h, à 20h, à 19h, voilà. Parce que y a certains artistes qui des fois avaient décidé de prendre l'avion pour aller à Ibiza. Je vous laisse deviner quel artiste. Ouais. Et il fallait que je fasse toute la procédure effectivement administrative, les règlements, voilà, tout ça. Alors que moi j'avais juste une envie de partir.
Voilà. Donc ça, c'est là où je me suis dit non, mais il y a vraiment un souci quand même entre faire ce qu'ils font eux et moi ce que je faisais moi, qui était vraiment. Voilà. Donc là, je me dis ça va pas être possible. Faut que moi aussi, je kiffe ma life comme eux. Et que je donc là, tu t'es lancé dans le DJ, dans la formation DJ. Donc j'ai essayé après de travailler avec de la musique, tant qu'à faire, parce que j'étais dans une maison de disques. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile quand il faut se concentrer et rendre des comptes. Hein. Voilà, ça c'était une anecdote assez sympa. Après, malgré tout, voilà, c'était sympa de bosser dans cet environnement. Après, j'ai une autre petite anecdote, mais c'est pas vraiment quelque chose de sympa, on va dire. C'est plutôt quelque chose qui m'a vraiment remis la réalité en face, en face, et qui m'a encore plus décidé. Ça a été un déclic pour moi. C'est encore ça qui m'a décidé en fait à quitter vraiment le salariat, à me dire qu'il faut que je trouve une porte de sortie. Donc en fait, moi, j'avais un chef dans une autre boîte. J'avais un chef qui était âgé, qui avait 54 ans, qui avait encore quelques années avant la retraite, voilà. On n'était pas encore là sur les 64 ans, voilà. Qui vont arriver. Donc déjà ça, et en fait donc c'était un chef de service, un chef de la comptabilité, du service comptable. Et lors d'une réunion, il s'était fait insulter, maltraiter par une petite jeune entre guillemets, une responsable du contrôle de gestion. Et là, moi, ça m'a choquée parce que autant de manque de respect. Moi, c'était horrible, en fait. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais manquer de respect à une personne, surtout âgée, moi, j'ai trouvé ça vraiment très choquant. Donc, j'ai été voir après mon chef en lui disant, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous faites pas la remarque au-dessus ou des choses comme ça? Et il me disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Sonine? Sinon, ils vont me licencier. Et là, j'ai pris conscience vraiment qu'il s'accrochait à son job salarié. Pour justement. Quand t'as 54 ans, t'es assez bien payé. Voilà, c'est vrai que c'est très compliqué de partir. Tout à fait. Et voilà. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, même à 54 ans, on est obligé d'accepter toute notre vie finalement et les quelques années qui restent encore, d'être maltraité, d'être mal parlé par des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas cette notion de respect. On peut ne pas être d'accord, mais la notion de respect, je pense qu'elle doit quand même rester partout en fait dans la relation de travail. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal. Et là, ça a vraiment été une gifle pour moi en me disant, mais est-ce que moi, je me voyais travailler comme ça jusqu'à la retraite? Parce qu'on se le dit souvent, mais est-ce que vraiment on se projette et on arrive à le voir? Et lui, ça a été un petit peu mon image en me disant, en fait, si tu continues comme ça dans la finance, tu vas avoir sa place et tu vas être traité de la même façon. Et voilà. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse ces choses et que je trouve une porte de sortie. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Donc, et parfois, c'est en fait, c'était la grosse gifle, en fait. Ouais. C'est en fait, en soi, c'est pas non plus un super gros événement, mais peut-être que tu étais déjà un peu dans l'état d'esprit de, tu commences à regarder un peu la faille et c'est parfois un tout petit truc qui fait un peu sauter les plombs, quoi. Alors après, je t'avoue que j'ai toujours aussi cet esprit un petit peu entrepreneurial de me dire, mais quelle perte de temps de rester assise devant un bureau pour bosser que sur un seul projet, que pour une boîte, en fait. Il y avait aussi ça qui me frustrait, en fait, se dire, je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire, faire plusieurs business en même temps, générer peut-être des compléments de revenus. Non, c'était vraiment rester de 9h jusqu'à 19h, jusqu'à 20h sur un même poste, en fait. Et c'est ça qui était frustrant aussi. Donc, je pense que j'avais cette notion d'entrepreneuriat qui me frustrait de pas pouvoir me lancer, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les comptables ou experts comptables, on a souvent un peu, on est mal vu dans les films, c'est toujours les lâches qui se font tuer en premier et tout, qui essayent de partir. Mais quand t'es étudiant, voilà, c'est ça, les petits gros là qui mangent les chips. On a un sacré cliché, ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que contraire, il y a très peu de concurrence par rapport aux métiers un peu sexy, du genre communication, marketing et tout. Donc, tu trouves des métiers qui sont mieux payés. Tu arrives à avoir plus vite des responsabilités parce qu'il y a moins de concurrence. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant, on va dire c'était un peu coupé en deux les promos, mais tu avais une bonne moitié des personnes qui étaient quand même à fond, tu vois, entrepreneurs, qui aimaient le business et tout. Après, t'en as qui étaient là pour un métier plus tranquille de bureau. Et puis petit à petit, ça, je sais pas, ça s'éteint un peu, tu vois. Pour les avoir suivis pendant un petit moment, ça s'éteint un peu ce côté. Je vais manger le monde et tout ça, je m'intéresse à tout, tu vois. Moi, j'étais étudiant en 2007-2008, quand il y avait les Lehman Brothers qui, quand ils étaient au bord de la faillite et qui sautaient, je me rappelle, tout le monde en parlait et tout, quoi. Alors que tu dis pas que c'est la comptable du Lidl qui s'intéresse à ça, tu vois. Alors qu'il y en a qui étaient dans ma promo, qui sont comptables chez Lidl maintenant. Donc, il y a vraiment deux classes de personnes, en tout cas dans mes promos d'études de comptabilité. Donc voilà, on a tous, je pense, une bonne partie a quand même ce côté un peu entrepreneur et ça leur parle. Ok, top. Donc t'as voulu quitter ton emploi. De souvenir, tu l'as quitté super vite. Hein. Moi, j'ai déjà eu du 3 ans, du 4 ans, mais je crois que toi, tu l'as fait encore plus vite que ça. Des personnes qui l'ont quitté super vite. Tout à fait.
Ouais. En fait, je l'ai fait en un an et demi. J'ai fait en un an et demi. Alors moi, j'ai vraiment calculé et prévu ma stratégie. C'est-à-dire que je me suis pas lancée comme ça. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de travailler avec des directeurs généraux directement d'entreprise. Donc, j'ai appris avec eux comment développer un produit, comment lancer un produit, quelles étaient effectivement les problématiques rencontrées et comment on pouvait se positionner. Donc ça, je l'ai gardé en tête et j'ai développé mes locations courte durée, ma stratégie en fait de location courte durée de la même façon. Je l'ai vu comme un produit en fait que je lançais sur un marché. C'est-à-dire que je n'achetais pas de l'immobilier pour dire je vais faire de l'immobilier et puis tiens, je vais peut-être faire de la location courte durée. Non, alors, je pense qu'effectivement maintenant ça se professionnalise de plus en plus. Moi, c'était vraiment dans l'optique je vais le professionnaliser, je vais proposer quelque chose haut de gamme, vraiment le professionnaliser et m'en faire un salaire en fait, m'en faire un salaire. Et c'est vrai que quand on est dans la finance, on a la chance d'être bien payé. On a quand même ce confort-là d'être super bien payé. Donc moi, en l'occurrence, il fallait que je parte en étant aussi bien payé. Je ne pouvais pas. C'est un peu les deux. D'un côté, on peut beaucoup emprunter, mais de l'autre, la contrepartie, c'est qu'il te faut quand même des apparts qui crachent et pas mal d'appartements. Exactement. Par rapport à, t'as des personnes, elles sont au SMIC, avec 3 apparts, même en meublé, tu peux limite partir, quoi. Exactement. Alors que sinon, nous, il en faut 10, quoi. Enfin, en général, c'est ça. C'est ça. Okay. Et moi, ma problématique, c'était de surtout pas baisser en termes de niveau de vie, hein. Enfin, faire l'immobilier, ok, mais si c'est pour être indépendante et rien pouvoir faire parce que t'as pas les moyens ou t'as pas suffisamment les moyens de faire ce que t'as envie, parce qu'à la base, c'est quand même ça, c'est ce qui fait sa vie aussi, hein. Quand on a l'habitude, effectivement, avec un gros salaire de partir, de faire pas mal de loisirs, on veut garder ce niveau de vie. Donc moi, mon idée, c'était aussi ça, c'était de remplacer mon salaire quasiment équivalent, pas moins. Voilà. Donc du coup, immeuble de rapport, donc j'ai vraiment calculé la rentabilité, combien elle allait me rester, combien effectivement il fallait que j'achète. Moi, je suis vraiment partie de mon salaire cible. C'est-à-dire que j'ai pas fait dans le sens, je suis partie de mon salaire cible. Et maintenant, comment je fais pour remplacer ce salaire cible? Si j'achète tel ou tel immeuble, combien ça va me générer en termes de cash? Voilà. Et après, effectivement, avec l'immeuble, mettre en plus de la location courte durée et location courte durée, la professionnaliser et mettre quelque chose d'un peu plus haut de gamme pour justement louer plus cher. Parce que moi, en l'occurrence, louer à 50 €, ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment quelque chose de plus qualitatif, hein, proposer vraiment l'expérience aux gens, voilà, et pouvoir le valoriser plus cher, l'unité. Ok. Et c'est comme ça. Tu peux nous dire à peu près combien ça générait quand t'es parti tes locations courte durée? Alors on va parler en chiffre d'affaires et après on va un peu descendre. Oui. Alors en chiffre d'affaires, alors maintenant j'ai 6 j'en ai 6. Quand je suis partie, j'en avais 5 locations courte durée. En fait, j'ai été très vite parce que c'était dans mes immeubles. Moi, j'ai fait la location courte durée dans mes immeubles. J'ai commencé avec un premier immeuble du coup que j'ai acheté en 2018. Donc c'est là où j'avais vraiment cette optique de partir. Donc je ne faisais que ça un matin, midi et soir, les annonces. J'allais visiter le soir ou le week-end directement à chaque fois. Et je suis tombée sur un immeuble dans lequel il y avait un appartement qui était vide en fait. Donc la location courte durée, je connaissais pas trop. Donc je me dis je vais tester. Dans le pire des cas, si je me plante, je remets en location classique, sachant que de toute façon, dans cet immeuble-là, le crédit était déjà payé avec les appartements qui étaient occupés. Et du coup, avec cet appartement-là, ça a fonctionné très très vite parce qu'avec un seul appartement, je m'en suis tirée à 36 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Un seul appartement, 36 000 €. Ouais, la première année. 100 € par jour. Au moins, c'est vite calculé. 100 € par jour en moyenne. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça continue à bien marcher à chaque fois. Donc, je me dis, c'est génial, ça fonctionne, en fait. Mon concept fonctionne. Donc, forcément, je l'ai multiplié. Et chaque fois qu'il y a un locataire qui partait, je l'ai remplacé. Je me suis même pas posé la question. Je l'ai remplacé directement par une location courte durée. Quand on voit que, en province, moi, dans ma région, dans les villes dans lesquelles j'investissais, on avait des loyers mensuels aller à 350, 450 € mensuels. Ouais. Voilà. Donc là, dans toi, le pire des cas, même si je faisais, en saison vraiment très très basse, même si je faisais 1000, j'étais déjà gagnante en fait. Donc il y avait même pas à se poser 36 000 questions. Donc voilà, j'ai dupliqué mon concept plusieurs fois. Donc j'ai fait aussi le classement en meublé de tourisme. Donc j'ai fait venir quelqu'un pour le classer, ça me donne des étoiles. Les étoiles, en plus de l'avantage fiscal, ça permettait aussi de les louer plus cher. Ça permettait aussi de les mettre en avant sur les plateformes de location. C'est vrai que moi, personnellement, quand je fais une réservation, je fais un tri, 3 étoiles, 4 étoiles, on fait un tri. Donc les gens, effectivement, ça leur permet de ressortir les appartements, donc ça met les appartements en valeur. Voilà. Dans la masse.
Et comment ça se passe la démarche? C'est vrai que moi je l'ai jamais fait. Moi, je suis pas trop un pro de la courte durée. Comment ça marche en fait? Il y a des référents par région, je suppose, ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, il y a une liste. Il y a carrément une liste. En fait, il faut contacter le ministère du Tourisme, donc une branche du ministère du Tourisme. Il faut après récupérer la liste de tous les agences les agences qui font les classements, du coup, qui sont répertoriées et qui ont une habilitation, effectivement, qui sont agréées par le ministère du Tourisme pour délivrer ces classements. Ensuite, on récupère également la liste de tous les équipements obligatoires qu'il faut mettre à disposition. Là, si tu veux un 3 étoiles, il faut tant. Si tu veux un 4 étoiles, il faut tant. Tout à fait, c'est exactement ça. À la base, c'est toi qui choisis ce que tu veux, d'accord ? Après, il y a des appartements qui se prêtent pas à du 4 étoiles parce qu'on est dans des immeubles où il n'y a pas du tout d'ascenseur, par exemple. Et à partir du 3e étage, il faut un ascenseur. Au-delà du 3e étage, il faut un ascenseur. Donc ça, par exemple, tu ne peux pas avoir du 4 étoiles. Après, il y a des obligations en termes de surface. Tu peux pas être dans un 4 étoiles si tes pièces sont toutes petites. Voilà. Donc tu peux choisir, mais dans la limite de ce qu'il est possible, de ce qui est autorisé. Voilà, tu peux pas pousser les murs, tu peux pas mettre un ascenseur. Voilà, exactement. Et après, il faut mettre les équipements qu'il faut. Donc les équipements, ça va pas aller chercher très loin. Faut pas croire qu'il y ait des choses incroyables. Hein. C'est juste un réveil, c'est des choses comme ça, des petites choses comme ça, qui font que ça t'attribue des points et ça te permet d'être classé. Voilà. Et être classé, c'est un avantage fiscal et à la fois le fait de différencier finalement son offre par rapport aux autres. Très intéressant. Je voulais voir avec toi, tant qu'on est dans les locations courte durée, tu sais, parce que j'avais déjà vu un peu ta conférence. Peut-être qu'on pourrait faire, tu sais, quand on est étudiant, on étudie des matrices SWOT là, ça doit te parler là, genre opportunité, concurrence. Oui, faiblesse. Ouais, t'as vu que j'en ai parlé, j'en ai parlé. J'en ai parlé, effectivement. Non, mais j'écoute et je prépare les épisodes bien souvent. Est-ce que tu pourrais on pourrait faire ça pour une location courte durée? Ouais. Donc, on va commencer par peut-être la force, le strength. Comment tu dirais que c'est quoi la force de tes locations courte durée par rapport à, je sais pas, peut-être à leur emplacement ou en quoi tu t'es dit cet immeuble il va être bien, quel avantage il avait peut-être par rapport aux autres immeubles bien sûr. Alors je pense que ce que vont vous dire la plupart des loueurs, c'est surtout l'emplacement. L'emplacement, il est primordial. Il est primordial parce que c'est ça qui est le plus important. Quand les gens recherchent une location courte durée, ils vont surtout chercher la localisation. Donc plus on est en centre-ville, plus on est effectivement à côté, avec des voies de circulation, des choses, des routes à côté où c'est facilement joignable, des trains. C'est là où il y a une grosse valeur ajoutée, forcément. Donc ça, c'est la force. Donc être en centre-ville. C'est vrai que mes appartements, alors j'ai un immeuble qui est vraiment en centre-ville, l'autre qui est un peu plus éloigné, mais qui est en 10 minutes à pied en centre-ville. Donc c'est vraiment ça la force. Moi, c'est vraiment de prendre en centre-ville. Hein. Ensuite, c'est surtout se dire quel est le potentiel de la ville. Ça, c'est important, d'accord ? Donc la force, c'est ça. Quel est l'atout majeur de la ville ? Est-ce que la ville, de quelle façon la ville attire du monde ? Quel est son atout ? Est-ce qu'il y a un patrimoine historique ? Est-ce qu'il y a un patrimoine culturel ? Est-ce qu'il y a un patrimoine gastronomique ? Tout ça, ça fait que les gens sont attirés par la ville. Donc ça, c'est un atout majeur. Et les villes dans lesquelles j'investis réunissent ce genre de choses. Voilà. Centre-ville, patrimoine gastronomique, culturel. D'accord ? Donc ça, c'est important. Ensuite, on peut voir les opportunités. Ça, on l'a vu un peu. Hein. Tu t'es classé, tu as fait de la LCD. Quelles sont les faiblesses, tu dirais, de tes biens ? Est-ce qu'ils ont des faiblesses ? Alors juste opportunité, c'est qu'en fait aussi, ce que je peux préciser sur l'opportunité, c'est que du coup, il n'y avait pas d'offres similaires en fait à ce que je proposais. Voilà, il y avait que les hôtels qui proposaient. Il y avait que les hôtels qui proposaient, mais pas les appartements. Pas les appartements, du coup, qui sont où les gens ont plus de surface, où les gens ont une cuisine, où les gens ont des chambres, où ils peuvent venir à plusieurs. Donc, il n'y avait pas cette offre-là. Et moi, je suis dans des villes où, effectivement, il y a beaucoup de touristes qui peuvent venir. Et il y a certaines catégories de touristes qui voyagent souvent à 2 couples. Donc, ça les oblige à prendre, par exemple, 2 chambres d'hôtel. Alors que là, ils peuvent venir dans mes appartements où ils ont 2 chambres, par exemple. Voilà, c'est vraiment bien connaître ça. C'est vrai que je pense que des hôtels, alors bien sûr, tout le monde peut, ça dépend, mais par exemple, moi, vu mon niveau de vie, j'essaye de pas dépenser beaucoup plus que 100 € par nuit d'hôtel, surtout si je suis tout seul ou à 2. Donc, mais par contre, si t'es à 4, forcément, ça va fortement diminuer le coût des hôtels. Donc, c'est intéressant. Tout à fait. Donc, voilà. Par contre, moi, alors peut-être ça dépend des villes, mais moi, j'ai 2 appartements dans la même ville. Un qui est 10 fois mieux que l'autre, vraiment 10 fois mieux placé et tout. Il accueille 5 personnes et l'autre, il accueille
une ou deux, on va dire, max. Et je le loue même pas 2 fois plus cher, ce qui est 10 fois mieux, quoi. Et encore, j'ai moins de remplissage. C'est assez, alors qu'il est mieux placé, super vu, parking fou, hein. En dessous, refait, 3 fois plus grand. Donc, je pense qu'après, c'est peut-être dans ma ville, il n'y a pas de marché. C'est vrai que j'ai beaucoup de travailleurs, par exemple. Donc, des gens qui viennent tout seuls pour quelques semaines ou des périodes plus longues. Peut-être que dans cette ville, il y a moins de, justement, c'est pas trop une ville touristique, c'est plutôt des travailleurs. Ouais. Et donc, peut-être qu'il y a pas de marché pour ça. Et à l'inverse, je suppose qu'il y a des villes, voilà, où c'est bien d'être en couple, surtout quand c'est la gastronomie, par contre, par exemple. Je pense que voilà, c'est sympa, tu pars avec un couple d'amis, tu manges bien, tu fais des restos, tu bois. Donc, très intéressant. C'est exactement ça. Et c'est vrai que je pense que ce qu'on fait tous au départ, c'est qu'on regarde vraiment la ville. D'accord ? On cherche vraiment la ville. Par contre, la deuxième étape, j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai accompagné des gens pour investir dans l'immobilier, dans la LCD, c'est vraiment la deuxième étape, c'est pas seulement de travailler sur la ville et de cibler la ville. Une fois que c'est fait, c'est aussi de cibler la clientèle qui arrive dans cette ville pour proposer le logement qu'il faut. Comme tu le disais, hein, ton exemple, c'est exactement ça. C'est si dans cette ville-là, on a beaucoup de travailleurs isolés, ils viendront tout seuls, donc on va proposer plutôt ce genre d'appartement. Et des grands appartements familiaux ne serviront à rien. Donc c'est vraiment identifier ensuite la cible et le type de personnes qui viennent visiter la ville pour proposer une offre qui est adaptée à ces personnes-là et justement de capter ce genre de personnes directement dans notre appartement, parce qu'on aura travaillé sur l'avatar finalement, la cible en fait, directement. Ouais, c'est intéressant. Et après, tu peux te mettre sur des niches. Typiquement, moi, j'ai pas mal d'appartements au rez-de-chaussée. Alors, à la base, ça fait peut-être moins rêver qu'une vue de fou, mais en fait, j'ai beaucoup de gens qui ont du mal à se déplacer. Bien tu sûr. Vois, ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au début, j'y pensais pas. Et après, à force quand t'as, je sais pas, c'est vrai, t'as 2 personnes sur 10 peut-être qui t'écrivent, voilà, je suis un peu handicapé, j'ai une jambe de bois ou des trucs comme ça. Ouais. Tu te dis, en fait, là, c'est sûr qu'il y a un marché, peut-être que t'as. Oui, tout à fait. Puis il faut pas oublier que les gens arrivent avec des valises, hein. Donc quand on a des étages où il n'y a pas d'ascenseur, c'est avec des facile, valises, hein. Voilà. T'as des enfants, donc, ça fait du bruit aussi. Donc le rez-de-chaussée peut être très bien sur la location courte durée, hein, au contraire. Hein. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Hein. Ok, top. Du coup, on était sur les menaces. Ouais, on était sur les menaces. J'étais sur les weaknesses, les faiblesses et les menaces. Les menaces. Alors les faiblesses et les menaces, c'est surtout. Alors moi, quand on développe un business comme ça et qu'on investit pour développer un business et le professionnaliser comme la location courte durée, je trouve que c'est important de voir plus loin, c'est-à-dire la réglementation de la ville. Voilà. Quelle est la tendance de la mairie? D'accord. Quelle est la tendance du maire déjà? Essayer de retrouver effectivement les discours qui peuvent être donnés ou discuter avec la mairie pour savoir s'il y a une tendance, si le maire en a marre des locations courte durée. Donc tout ça, c'est important, ça prendre en compte tout l'aspect politique. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est les projets de la ville, le PLU, se renseigner là-dessus. Si on va pas avoir, il y a des villes, par exemple, où il y a des maisons d'arrêt qui se construisent, il y a des prisons qui peuvent se construire, des choses comme ça. Et là, ça peut casser si notre appartement est juste en face, par exemple. Donc ça, c'est important. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment resituer ça dans le contexte législatif, politique, l'environnement. Quelle est la tendance du maire? Est-ce qu'il y en a marre effectivement de location courte durée? Est-ce que c'est le type de personne qui effectivement peut remettre en cause nos locations? Parce que là, ça veut dire que tout notre business qu'on a construit peut être mis en cause. Et là, forcément, c'est bien compliqué quand on mise. C'est comme développer, c'est comme développer une entreprise, hein, se lancer dans un commerce, c'est la même chose en fait. On investit, là du temps et de l'argent, qu'on peut transformer, hein, parce que là on est sur l'immobilier. Mais une fois qu'on se lance là-dedans, on a aussi envie que ce soit pérenne et que ça dure dans le temps. Bien sûr. Donc bien se renseigner sur la réglementation. C'est ça pour moi la menace majeure quand même, puisque on le voit maintenant, hein, de plus en plus de maires commencent à en avoir vraiment marre et prennent des dispositions là-dessus. Et puis après, voir quel est le PLU de la ville, les projets de la ville, qu'est-ce qui se construit. Voilà. Si t'as des travaux d'un tram, typiquement, en face de ta LCD, voilà. Ça peut Exactement. Les travaux, si t'en as pour un an, c'est foutu. Tout à fait. Ok, top. Et t'es bien, est-ce que tu trouves qu'ils ont des défauts? Type, je sais pas de stationnement, par exemple, ce serait un défaut, je pense, pour la location courte durée. Alors, oui, tout à fait. Alors moi, ils ont des défauts. Alors déjà, ce sont des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur. Forcément, ces immeubles de 4 appartements, 4 ou 5 appartements, il n'y a pas d'ascenseur. Donc j'ai des reproches, hein, comme tu l'as. Toi, tu parlais effectivement d'être au rez-de-chaussée. Moi, j'ai des reproches de personnes qui me disent il n'y a pas d'ascenseur.
On peut le mettre dans l'annonce, mais ils sont quand même surpris de se dire, bah tiens, je comprends pas, il y a pas d'ascenseur. Il y a des escaliers, il y a trop d'escaliers. Même quand c'est un étage, il y a trop d'escaliers. Et c'est vrai que quand on arrive avec des enfants, avec une poussette, avec des valises, oui, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc moi, j'ai ce genre de reproche. Donc il y a des défauts. Après, dans la mesure du possible, j'essaie de les corriger. J'essaie de les corriger. Voilà, j'essaie de les corriger quand c'est possible. Il y a des choses qu'on peut pas corriger parce que c'est vraiment structurel. D'autres choses, on essaie dans la mesure du possible. Et j'ai pas de stationnement. C'est pareil. J'ai pas de stationnement. Le stationnement est payant dans la ville à chaque fois. Donc moi, j'ai déjà eu des clients qui ont eu des amendes, des étrangers. Moi, maintenant, ce que je leur indique, c'est voilà, les parkings de la ville. Il y en a qui sont pas très loin. Je leur donne le tarif, je leur donne la grille, et puis ils savent dès le départ, en fait. Donc ça pas de mauvaise surprise. Ouais. Ah, je pense que c'est ce que les clients, surtout en LCD, ils veulent. Et peut-être un peu pour le côté business, je pense qu'il est très intéressant que tu pourrais nous partager, c'est comment. Enfin, moi, si je le voyais comme un business, et bon, je le vois un peu en partie comme ça, ce que je regarderais, c'est les retours d'expérience et comment, tu vois, un peu des upsells ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu peux augmenter la marge? Je suppose que tu en as tenu compte des deux. Peut-être les retours d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, qui t'ont dit, que tu as corrigé? Enfin, peut-être tu t'en rappelles pas, mais ça a dû arriver. Est-ce que tu demandes à tes clients souvent des retours ou comment tu fais pour collecter des infos? Alors, c'est vrai que je ne le fais pas. Je ne demande pas ce genre de choses parce qu'en fait, je pense que l'être humain, par expérience pour le coup, l'être humain, quand il peut se plaindre, il le fait. En tout cas, le client LCD. Donc, si tu veux, j'évite d'attiser les choses. De donner le bâton pour te faire battre. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, on a des gens qui sont très bienveillants, donc ils vont spontanément nous faire des remarques en disant c'est très bien, mais il manque ça, ça, ça. Ou des étrangers qui ont l'habitude de faire la location courte durée dans leur pays et du coup qui nous disent bah voilà, moi je fais ça, 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 donc ça peut être pas mal d'avoir la même chose. Donc ça, c'est toujours voilà, on prend toujours ces genres d'informations. Quand on est entrepreneur, on est sans arrêt obligé de se remettre en question de toute façon. Rien n'est jamais figé. Donc, on corrige. Je tiens pas compte de tout. Je vais pas te mentir. C'est devenu un business qui tourne. C'est devenu un business qui tourne. Et j'ai pas non plus envie à chaque fois de me focaliser sur ce que disent les gens. C'est aussi ça. C'est aussi le mindset de l'entrepreneur. C'est prendre ce qui est important de prendre, mais aussi savoir se détacher de certaines choses parce qu'autrement, on n'endormirait plus et ça deviendrait très chronophage et très anxiogène. Donc moi, j'ai appris à me détacher de ça. Je dis pas que c'était le cas au départ parce que c'était très dur, mais j'ai appris à me détacher de ça. Donc je prends ce qu'il y a à prendre et puis le reste, bah tant pis, tout simplement. Tant pis. Et par contre, oui, dans les upsells, et ça c'est ce qu'on fait aussi en business en ligne et plein de choses, c'est que forcément il y a toujours des choses à développer. Voilà, de faire des partenariats locaux. Moi, j'aime à dire quand on est dans des villes où on peut avoir des partenariats locaux, bah pourquoi pas faire des partenariats avec ces gens-là pour proposer davantage de services à vos clients qui sont contents, une offre packagée, ça peut être aussi le cas, des gens qui sont là pour un anniversaire de mariage, pour un anniversaire tout simplement pour les 30 ans d'eux, et qui veulent un week-end avec un logement, avec des sorties, avec un restaurant réservé, avec pas mal de choses. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Des gens qui veulent venir se détendre, un petit spa à réserver peut-être dans la ville. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans la ville en question, j'ai été voir directement Yves Rocher, voilà, parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de gens. J'ai été voir Yves Rocher en disant voilà, moi je m'installe. Ils avaient des cabines de spa en fait, voilà, et du coup, je leur ai demandé si on pouvait pas faire un partenariat pour avoir des produits justement, pour les mettre moi directement dans mes locations, voilà. Donc elle m'a donné plein de produits et en contrepartie, je mettais aussi des offres pour que les gens puissent avoir un spa en duo, des choses comme ça. Et au passage, on prend une commission. Voilà, on prend une commission. On met en relation et on prend une commission, tout simplement. Ok. Et concrètement, c'est toi qui réserves pour tes clients ou c'est tes clients qui réservent en disant qu'ils passent par toi? Comment tu fais ça? Alors, je vais pas te mentir. Actuellement, je le fais pas du tout. Mais c'est des choses auxquelles j'ai pensé un moment. Je l'ai fait au début. Par contre, voilà, c'est un métier. Hein. C'est un métier en plus. Voilà. L'idée, c'est pas du tout de se créer un deuxième job. Hein. Ça fait des compléments de revenus, c'est très très bien. Maintenant, faut voir le temps que tu y passes. Soit tu as une concierge ou une assistante qui s'en occupe, donc ça pas de souci. Mais il faut savoir si c'est rentable. Soit tu es à 100% là-dedans, mais tu fais rien d'autre. Dans ce cas, oui, tu le fais. Tu développes tous les upsells qu'il faut. Moi, en l'occurrence, j'avais pas envie. Je savais qu'il y avait du potentiel. Mais j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Voilà. Par contre, pour d'autres personnes, ça peut être effectivement de bonnes sources de business complémentaires pour les gens qui ne vivent que de ça, par exemple. Ils peuvent scaler leur business et augmenter leurs revenus en faisant juste ce genre de partenariat.
faire la livraison de petit déjeuner, des choses comme ça. Typiquement, c'est tout à fait jouable avec le café du coin qui vient livrer le petit déjeuner et vous prenez une marge. Quand on voit ce que prend par exemple un hôtel pour livrer le petit déjeuner maintenant, là c'est 15, très 20, simple. 30 euros, voilà, là c'est très simple. Exactement, là c'est très simple d'avoir juste le boulanger qui fait du bon pain, de bonne viennoiserie, avec du café qui vous livre aussi ça. Et un jus d'orange, ça le jus d'orange, vous pouvez déjà mettre des briquettes, et ils vous livrent ça, et ils vous facturent en plus. Et les gens sont contents d'être dans l'appartement et d'avoir leur confort, et d'avoir le petit déjeuner qui est livré le matin aussi. Voilà. Ça, c'est des petites choses qu'on peut effectivement augmenter en plus. Voilà. Après, il y a des bouteilles de vin que vous pouvez vendre, et des bouteilles de champagne, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Moi, j'ai je pas peux même faire, je vais vous dire un conseil. Ouais. Je vais vous partager un conseil. En fait, j'étais dans un hôtel il y a pas longtemps, et il y avait un bar, Honest Bar, le bar de l'honnêteté. Ouais. En fait, tu avais des bières, et après tu notais toi-même. Donc c'était les bières que tu pouvais acheter. Je sais pas, c'était pas cher, tu vois, c'était même pas 2 euros. Et mais sûrement que les bières, tu les achetais beaucoup moins d'1 euro dans le supermarché à côté. Ah ouais. Mais en fait, tu vois, en gros pour l'hôtel, ça coûtait rien. T'avais juste à mettre une cagette de bière, dans le frigo. Ouais. Même si t'as un gars sur 3 ou sur 4 qui en plus t'es en vacances, t'as pas envie d'arnaquer, tu vois, t'es là, tu vois ton truc. Et franchement, je pense dans les locations courte durée, ça pourrait fonctionner. Ça peut être ce pas genre mal, de ouais, système, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ok, donc là on a vu les locations courte durée. Donc t'as dit 36 000 avec un bien. Après t'avais 5-6 biens. Donc je pense que t'as réussi à atteindre ton objectif en 1 an et demi. Donc c'est quand même. Bon, à mon avis, parce que tiens, en fait, j'ai fait des appels avec des auditeurs et pour savoir ce que je pouvais améliorer dans le podcast. Et ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais demander concrètement en termes de timing, organisation, est-ce que tu peux raconter peut-être ton année de Bye Bye Patron, on va dire, vraiment comment ça se passait une semaine type ou peut-être un mois type, voilà, parce que en gros c'est en 1 an tu fais le projet que des gens en 40 ils arrivent pas à faire, quoi. Donc comment tu t'organises pour ça? Alors moi c'est simple, je fonctionne beaucoup par projet. C'est-à-dire que je travaille quand j'ai des deadlines, tout simplement, des dates en fait butoirs, tout simplement. C'est-à-dire que sinon on se fixe jamais les choses et on les fait pas. On dit toujours qu'on a le temps et finalement on n'a jamais le temps. On est tous pris par notre quotidien. Donc moi j'ai toujours appris à fonctionner par délai en fait. Il y a des fois où je ferai rien et dès que je suis obligée de le faire, j'ai pas le choix. Je dors pas pendant 24 heures pour le faire. Voilà, c'est vrai que je bosse un peu comme les mémoires, les exposés, les trucs, voilà, on se rappelle les révisions. Voilà. Donc quand on n'a pas le choix, faut y aller. Et c'est vrai que du coup là, je pense que c'est important pour tout le monde de se fixer un délai. Quitte à ce qu'on le respecte pas, il faut toujours se fixer un délai. Et après, si on prend du retard, on calcule le retard et on se fixe un nouveau délai à chaque fois. Mais c'est important parce que psychologiquement, ça nous met vraiment une date butoir. Sinon, on n'en a pas. Et moi, en l'occurrence, je m'étais mis cette date butoir. C'est-à-dire que je ne veux plus continuer à travailler comme ça. Moi, je terminais tard, j'avais des clôtures, j'étais stressée. Voilà, c'était pas pour moi parce que du coup c'est pour un patron. On le sait tous, le salariat, voilà, qui peuvent on est juste un numéro. Donc moi, en l'occurrence, je ne voulais pas passer mon temps à faire ce genre de choses. Moi, je suis terminée tard. J'avais pas de sens en fait dans ce que je faisais en fait, à faire toujours la même chose. Je m'éclatais pas. Je faisais les chiffres, mais c'était pour un patron. J'ai bossé, pour vous dire, j'avais un passé dans l'immobilier avant. Je bossais pour un cabinet qui faisait de l'immobilier. J'étais chez Ernst & Young dans le département immobilier. Honnêtement, c'est pas que je captais rien, mais je comprenais même pas le sens de ce que je faisais. Alors que maintenant, j'adore l'immobilier. Maintenant, je vois le truc, ça prend un sens en fait. Voilà. Tout ça pour dire que dès que c'est pour nous, c'est différent, et dès que c'est pour un patron, c'est complètement, voilà, on voit pas le sens, on n'en perçoit pas le sens. Donc moi, il est hors de question que je continue comme ça. Donc je m'étais mis une date butoir. Et à partir de cette date butoir-là, je me suis dit, voilà, comment je fais pour y aller? Et quand j'ai switché dans le sens où je me suis aperçu du coup que des gens pouvaient s'enrichir, gagner un salaire maintenant et pas dans 20 ans, là j'ai fait que ça matin, midi et soir pour chercher mes immeubles. Et j'étais vraiment en mode warrior où je faisais que ça. Et c'est comme tu faisais ça au bureau en partie, je pense. Ouais, dans les transports aussi. Au bureau, dans les transports et même au dîner, C'est-à-dire que voilà, je mangeais, je regardais mes sur l'application des choses. Ok. Donc je m'étais vraiment parce mis. Que est-ce qu'à ce moment-là, quand tu t'es dit je vais faire ça, t'as un peu levé le pied, t'es rentré plus tôt du bureau ou parce que j'ai un auditeur, il m'a dit ouais, moi je travaille dans la finance, je travaille jusqu'à 19-20 heures, comment on fait moi j'ai acheté mes premiers appartements, j'étais aussi auditeur financier, donc je faisais ça le week-end, je faisais ça entre midi. C'était compliqué, même un midi, c'était compliqué de prendre une pause.
Alors moi, je vais pas Donc, te mentir, je l'ai pas fait. J'ai pas été. Alors, sauf quand j'ai acheté des appartements, mais c'était au début en région parisienne. Oui, je suis partie plutôt pour aller visiter l'appartement en question à Paris, d'accord, en région parisienne. Par contre, quand tu achètes des immeubles en province, c'est impossible de le faire, d'accord. C'est impossible de le trop faire. loin. C'est surtout, oui, trop loin. Donc, ce qu'on fait, c'est que je sélectionne mes biens, j'appelle les agents, je leur dis limite que je suis intéressée, que je vais le prendre, voilà. Donc ils patientent. Hein. Et après, j'arrive le week-end et je fais la visite. Ou alors, je prends des agences et je leur dis, voilà, j'arrive ce week-end, vous m'en faites visiter 5 ou 6 en même temps. Voilà, tout simplement, pour optimiser au maximum mon temps. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Et au bout de 2 semaines, là, j'ai trouvé... Et là, je me souviens, c'est le premier immeuble que j'ai acheté. J'étais à un anniversaire, j'étais aux 30 ans de mes cousins, pour te dire. Et là, je tombe sur cet immeuble sur le Bon Coin, super top, particulier en plus. Et je me dis, c'est top, je vais y aller. Et voilà, et j'ai inventé un prétexte à la con pour partir. Pour m'éclipser cet anniversaire, pour partir. Coucou le cousin, d'ailleurs, s'il m'écoute. Donc je suis partie visiter et je faisais déjà mon offre, en fait, sur cet immeuble-là. Parce que c'était la configuration que je voulais. Il y avait un appartement disponible et je me suis dit, dedans, je vais faire la location courte durée. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'était la configuration idéale. Voilà. Donc j'étais déjà en train de faire mon offre et j'étais une piètre négociatrice. Donc du coup, mon offre, j'ai remonté, j'ai payé quasi le prix qui en voulait. Mais c'est bon, après, il y a un moment, si ça crache, ça sert à rien de négocier 2000 balles. Voilà, c'est ça. Ou 5000, Exactement. Donc, au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est, réfléchir à ce que ça peut nous rapporter si on, et la perte, surtout, si on prenait pas, si on l'avait pas. Le coût d'opportunité, c'est très important. Exactement. C'est le coût d'opportunité, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, c'est combien tu perds à ne pas l'avoir. Donc, typiquement, si t'as un appart que tu loues 500 € par mois, si tu décales pendant 3 mois, t'as déjà perdu 1500 € sans compter l'appart. Ouais. Tout à fait. Peut-être une prise de valeur potentielle. Okay. Ouais. Donc cet immeuble-là, j'ai peut-être acheté au bout de 1 mois et demi de recherche, mais parce que je faisais que ça. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a pas le choix. Il y a pas le choix. 1 mois et demi, donc après crédit, tout ça. Donc moi j'avais super bien présenté mon dossier, c'est-à-dire que j'avais tout mis du coup pour la banque. Je pense que au niveau administratif et financier, on sait comment présenter les choses, la chance que j'avais eue. Donc voilà, j'ai bien présenté mon dossier, donc le crédit a été accordé pour ce premier immeuble en tout cas. Après c'était plus compliqué. Mais parce que t'avais déjà en plus les apports à Paris, donc même si tu viens de mettre ta vie, ça commence. En fait c'est que le taux d'endettement, c'est un taux d'endettement quand même. Voilà, les apparts sur Paris, ils sont pas forcément rentables, donc voilà, faut quand même se battre pour montrer que le bien on y croit et que s'il y a un projet en fait derrière. Donc comme comme je pense que maintenant vous avez l'habitude, mais c'est vrai qu'en 2018, j'avais pas trop toutes ces choses qu'on voit maintenant, beaucoup. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, moi, c'était vraiment, j'avais mis des photos, les projections de ce que je voulais en faire, tout ça. Donc, voilà, les gens avaient cru à ça. Donc, du coup, voilà. Et après, location courte durée. Donc, avec des incertitudes en me disant, voilà, c'est un 3 pièces. Il y a 2 chambres. J'étais en train de monter les meubles. J'avais acheté des lits énormes parce que c'était des lits de 1m80 par 2. Enfin, je me dis, oh là, si jamais je me plante. Tout le linge et tout, je me dis, oh là, si jamais je me plante. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que moi je peux raconter. C'était pas un studio en fait, c'était pas un studio, tu vois, c'était un 3 pièces, donc déjà 60 mètres carrés, c'était le premier truc qu'il y avait, 60 mètres carrés, 2 chambres. Je dis voilà, je suis en train d'équiper un truc comme si j'allais y habiter en fait. Mais c'est exactement ça en fait. Moi là, je suis en train d'emménager, enfin je termine, et j'avoue que après c'est parce que je gagne bien ma vie, mais en même temps en fait, j'avais plus de meubles parce que j'avais bougé et tout. J'avais 0 meuble. Donc en fait, j'achète des meubles comme si c'était des dépenses un peu, tu vois, courantes quoi. Alors je sors et franchement, ça me fait trop mal parce que chaque fois que je sors de chez moi, ça coûte 1000 € quasiment. Et mais si tu te dis j'ai acheté 200 000, j'ai mis 10 000, 20 000 de meubles, ça choque pas. Mais quand t'es là, tu sors ta carte. Putain, je sors encore ma carte, je suis encore en train de... Et je sais que si demain je pars, pourtant j'ai pas abusé, mais si je pars, toutes les dépenses que j'ai fait là depuis 1 mois, ça vaut presque 0, tu vois, j'ai acheté des lampes, des trucs comme ça. Si demain je revends l'appart, qu'elle soit là ou pas, ça changera rien. Donc c'est vrai que c'est pas le même sentiment que quand j'achète un appart pour le louer, et puis je me dis voilà, les meubles c'est temps, j'ai prévu le budget et tout. Là c'est un peu... J'y vais un peu comme ça, sans stratégie. Je me dis, je mettrais bien un petit meuble là. Allez hop, j'y vais, ça coûte tant. Ok, intéressant. Donc bon, on a vu, donc tu as fait la location courte durée et maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'épisode, c'est la fiscalité. Alors,
tu me confirmeras peut-être. Souvent, on a l'habitude de dire que la France c'est un enfer fiscal, mais en fait, c'est plutôt un enfer social. Moi, pourvu que j'habite à l'étranger, je le sais, les impôts, à peu près dans l'Union européenne, la France, elle est à peu près au milieu en termes d'impôts sur le revenu. Par contre, c'est les cotisations qui t'assassinent, hein, donc c'est ce que je voudrais voir avec toi, c'est un peu donc la plupart des personnes savent ou au moins ont un objectif de revenu net, on va dire. Ouais. Et comment on fait pour le cheminement inverse, tu vois, pour dire bon bah voilà, je veux. Alors on va prendre un exemple, je sais pas, qui doit être courant, ça doit être je sais pas 2500 € par mois, ou 2000 sera peut-être plus simple pour les calculs. 2000 € net par mois pour remplacer mon salaire. Combien on génère, de quoi il faut tenir compte, et voilà, quels sont les impôts auxquels on pense pas tout le temps. Il y a aussi un peu en fonction des seuils et tout ça, donc c'est un peu comme ça que je voulais voir avec toi. Oui. Alors, c'est vrai que ta question, elle est un peu complexe. Je vais répondre un petit peu comme beaucoup de. Ouais, c'est le moment où il faut faire sa pause, les étirements là. Quand Ta question, elle est complexe dans le sens où ma réponse, ça va être ça dépend. Pourquoi ça dépend? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup on voit beaucoup sur les réseaux plein de choses l'aspect fiscal, et moi c'est un peu là où je dis attention aux gens, c'est que l'aspect fiscal il est connu maintenant, je pense, la plupart des gens. Voilà, on sait qu'on a un impôt sur le revenu, on sait qu'on a un impôt sur les sociétés, et souvent ce qui nous assassine c'est l'aspect social que les gens occultent en fait, d'accord. Notamment quand on fait du LMNP, on se dit tiens, on a des 23 000 où on bascule effectivement en LMP si en plus on a les revenus tours. Donc les gens ont bien cette notion-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a quand même des cotisations sociales, même si on est en LMNP. Attention, on a des cotisations sociales qui sont importantes. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment distinguer le seuil fiscal et le seuil social. Ça, c'est primordial. Et c'est là où c'est le plus important, parce que le fiscal, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris maintenant, on peut l'ajuster avec des charges, d'accord, et on peut effectivement optimiser, voilà, faire un schéma pour payer moins d'impôts. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire du tout, c'est l'aspect social, parce que quand on dépasse des seuils, faut payer, faut passer à la caisse, suivant le statut, bien entendu. Après, les taux vont être différents suivant le statut social. Donc c'est pour ça que la première chose auquel il faut penser quand on décide de quitter son job salarié, c'est comment je me rémunère demain. Soit vous partez avec le Pôle emploi, donc pendant 2 ans, maintenant c'est plus certain, mais on va dire pendant quelques années, 1 an ou 2 ans maximum, vous avez le chômage, vous avez une protection sociale et une rémunération, d'accord. Par contre, vous partez sur une démission, vous n'avez rien, d'accord. C'est-à-dire pas de protection sociale, pas de cotisation à la retraite, pas de prévoyance, voilà. Rien. Donc Pôle emploi, pour l'avoir, y a les choix, c'est tu me coupes si je me trompe. Licenciement. Tous les licenciements, y compris pour faute grave, lourde, tu as le droit au Pôle emploi. Tu n'as pas forcément le droit aux indemnités, mais... Exactement. Rupture conventionnelle, donc tu t'arranges avec ton patron. Voilà, tu lui dis, soit tu me vires, soit je bosse plus, mais je viens, je fais du... Comment ça s'appelle? Quiet quitting, là, en ce moment, on en parle un peu. Genre, acte de présence. Acte de présence. Acte de présence. J'attends que ça se passe, en fait. Et je fournis le minimum syndical. Voilà. Soit tu peux rejoindre ton conjoint. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Hein. Tout à fait. Demander une oreille. Effectivement, tu peux quitter ton entreprise. Donc ça, c'est s'il habite ailleurs. Voilà. Quand il a une mutation professionnelle. Ok. Quand il a une mutation professionnelle, voilà. Tu es obligé de le suivre. Donc là, tu peux quitter ton job et avoir droit au Pôle emploi. D'accord? Voilà. Okay. Après, il y a eu cette nouvelle mesure qui est la démission pour reconversion professionnelle, d'accord, où on peut demander, mais là ça demande de remplir un dossier. On peut demander, c'était la mesure phare en fait du président Macron, qui était de se dire, on va donner la possibilité aux gens, s'ils veulent se lancer dans une nouvelle activité entrepreneuriale, de bénéficier du Pôle emploi et du chômage du coup. Donc ça a été cette mesure phare. Moi, je t'avoue que je l'ai guetté, parce que moi je voulais partir aussi à ce moment-là. Et c'est de se dire voilà. Vous créez un business, donc en attendant, vous pourrez toucher votre chômage, d'accord. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut remplir un dossier. Donc c'est l'équipe de Transition Pro qui vous permet de le faire. Donc vous allez remplir un dossier, vous allez faire un business plan pour expliquer votre projet professionnel, ce que vous voulez créer comme entreprise, et voilà, faire une matrice SWOT, voilà, faire un business plan. Une étude du marché pour voir si votre projet tient la route. Les gens vont valider. On a des gens qui après vont valider votre projet. Et une fois que c'est validé, parce que ça passe en commission, une fois que Transition Pro le valide, vous aurez droit au Pôle emploi, tout simplement. Mais voilà, c'est pas forcément évident.
Et j'ai eu des retours de certaines personnes qui disaient qu'on pouvait très bien changer en cours de route d'activité sans que ce soit plus pénalisé. Voilà, donc ça peut être intéressant. Parce que tous les projets ne seront pas forcément validés, faut le savoir. Bien sûr, si c'est la vie de rentier, vivre de ses loyers, je suis pas sûr qu'ils approuvent. Donc les projets immobiliers, c'est pas, voilà, exactement, voilà. Vaut mieux être agent immobilier, devenir agent immobilier que de se dire que je vais être rentier. Ou faire du coaching immobilier. Voilà, ça c'est pas trop dans les métiers actuels, c'est pas trop dans les métiers, voilà, ils sont pas trop adaptés aux métiers actuels, on va dire. Ils sont encore sur des métiers traditionnels. Ouais. Pour valider en tout cas vos projets. Voilà. Ok, donc ça c'est hyper important parce que la protection sociale c'est super. C'est la base de tout. Hein. Je veux dire, personne n'aurait pour idée de ne pas en avoir. Peut-être juste des inconscients, mais n'importe qui se pose une question. Après la protection sociale, je connais pas très bien. Mais si t'es marié, je pense que tu l'as dans tous les cas, non? Non, alors non, parce que tout dépend du foyer fiscal. Si tu es dans le même foyer fiscal, alors. Il y a deux choses. Foyer fiscal, c'est communauté de biens ou réduit aux actes. Exactement. En fait, c'est en gros, si vous faites la même déclaration fiscale. Si vous avez déclaration séparée, il y aura pas. Mais généralement, on a la partie sécurité sociale, mais on n'a pas la partie retraite et prévoyance. Il faut distinguer deux choses, trois choses même. Il y a la sécurité sociale, d'accord, auquel tout le monde contribue. Il y a la retraite, d'accord, la retraite générale. Donc là, effectivement, c'est 62 ans ou 64 ans, d'accord. Il y a la prévoyance. Il vous arrive quelque chose, maladie qui vous empêche de travailler, décès ou quoi que ce soit. C'est est-ce que vous êtes accident du travail, accident ou de la vie, de la route. Qu'est-ce qui vous comment vous allez survivre. En gros, c'est ça la prévoyance, d'accord. Donc c'est très important. Même si on a l'impression que c'est loin pour la retraite, la prévoyance c'est important. La sécurité sociale c'est important, d'accord. Donc pensez bien à ça. Les taux de cotisation sont différents suivant la structure, d'accord. Donc vous avez le choix entre exploiter en LMNP quand vous achetez votre bien propre et que vous faites du meublé, d'accord. Donc là, alors attention, on va rentrer dans l'aspect technique. N'hésitez pas à réécouter le podcast. Parce que là, il y a deux seuils de 23 000 euros. Si je dis pas de bêtises, il y a deux seuils de 23 000 euros. Il y a un seuil, il faut distinguer effectivement le seuil de 23 000 euros au niveau fiscal, qui en plus, où là, il faudra dire attention, je bascule à 23 000. Est-ce que je bascule en LMP ou pas, en loueur meublé professionnel ou pas? Et là, je regarde mes revenus. Si les revenus de location sont supérieurs effectivement aux revenus des autres catégories, d'accord? Si c'est le cas, vous basculez en loueur meublé professionnel, d'accord? Donc là, en gros, si tu gagnes 30 000 euros de loyer et que ton revenu c'est 40 000, tu restes LMNP. Si ton revenu c'est 20 000 ou tu passes LMP. Voilà. Parce que du coup, quand vous basculez en LMP, le taux de cotisation sociale, où là, vous étiez en dessous de 23 000, par exemple, voilà. Quand vous êtes en dessous de 23 000 euros, vous ne payez pas de cotisation sociale. Vous allez payer, et ça c'est valable pour tout le monde sur les revenus des capitaux, ce qu'on appelle la CSG et la CRDS, les prélèvements sociaux, qui portent un faux nom, parce qu'en fait c'est une taxe, quelque part, c'est un impôt. Parce que ça s'appelle prélèvements sociaux, mais en contrepartie, vous n'avez rien. C'est pas des cotisations sociales. C'est un impôt. Si, Emmanuel Macron vous remercie pour votre dévouement à la nation. Voilà, donc exactement. Donc ça, en fait, c'est, vous savez, le trou de la sécurité sociale à un moment. Voilà, c'est votre contribution pour reboucher la sécurité sociale, d'accord. Donc c'est 17,2% que vous payez sur les revenus des capitaux, du capital, d'accord. Donc ça, c'est systématique, d'accord. Ça n'a rien à voir avec professionnel, pas professionnel. Vous payez 17,2%, d'accord. Donc quand on est en LMNP, en dessous de 23 000, on paye ça. En contrepartie, on n'a rien. Donc, c'est de l'impôt supplémentaire. Donc, des fois, il vaut mieux basculer LMP et payer de la cotisation sociale parce que vous ne paierez plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Vous en paierez, mais les taux seront plus faibles et c'est dans une masse. Voilà. Et par contre, en contrepartie, vous avez une protection sociale quand vous basculez en loueur en meublé professionnel. Vous voyez, c'est pas forcément négatif. Voilà. Vous pouvez payer les cotisations. Et le 17,2, c'est sur le chiffre d'affaires ou c'est sur le résultat net? C'est sur le résultat net. C'est le loyer que vous déclarez, que vous percevez. Ouais, tout à fait. C'est sur le résultat que vous percevez, en fait, qui seront déclarés dans votre déclaration de revenus. D'accord? Voilà. Donc ça marche également pour les revenus fonciers, tout type de revenus. D'accord? Voilà. Alors ensuite. Donc quand tu dépasses, si je gagne 100 000 euros par an de salaire et que je dépasse les 23 000 euros en location courte durée ou toutes les locations? Toutes les locations. Meublées. Toutes les locations meublées. Voilà, c'est le statut LMP, LMNP. Voilà. Là, effectivement. Donc là, on change de statut social. Voilà, tout à fait. Donc là, parce qu'on peut très bien être on peut très bien être en LMNP parce qu'on gagne plus en termes de salaire. Voilà, fiscal. Par exemple, 150 000 euros, on peut très bien toucher un salaire de 150 000 euros, mais être quand même en dessus. Donc, on est au-dessus des 23 000,
mais on est encore en dessous de notre salaire. Donc là, au niveau social, on a le seuil social qui se déclenche parce qu'on est au-dessus de 23 000. Donc là, on a des cotisations sociales. D'accord. Donc là, en fait, on a un LMNP fiscal et ça s'appelle LMP. Enfin, ça s'appelle pas vraiment LMP social, mais c'est comme un LMP social. En fait, c'est la même chose. En fait, t'es traité. En fait, ça reste du LMNP, mais c'est soumis à cotisation sociale. Donc, c'est soumis à cotisation sociale. Voilà. Et les cotisations sociales, là, c'est. Alors là, c'est variable. Ouais. Alors là, c'est si t'as le bien en nom propre. Voilà. Alors c'est très complexe parce que le taux de cotisation sociale que vous allez avoir, qui vont être appliqués, vont dépendre de votre statut à ce moment-là. Si vous êtes salarié, si vous êtes micro-entrepreneur, si vous êtes au chômage, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pas vous cumuler plusieurs cotisations sociales. Quand vous êtes salarié, vous payez déjà des cotisations sociales. Donc certes, vous en paierez dans le cadre de votre LMNP qui dépasse les 23 000, mais vous en paierez moins. Donc là, vous allez avoir un abattement qui va être de 60% quand vous êtes salarié. D'accord ? Si vous êtes micro-entrepreneur, c'est comme un revenu de micro-entreprise. Pour ceux qui sont en micro-entreprise, ça peut être 22% de cotisation sociale. Ça va se mélanger, en fait, avec vos revenus de micro-entreprise sur d'autres activités. Donc là, vous serez soumis à 22%. D'accord ? Donc voilà, tout dépend de votre statut à côté. Le taux de cotisation. Donc il est variable. Et si on est chômeur ? Si on est chômeur, c'est pareil, il y a un taux de cotisation, alors je sais plus en tête, 6%. 6% ou 22%, je sais plus exactement. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous êtes meublé et que vous le classez, donc classé meublé tourisme, là, le taux de cotisation, il descend à 6%. Donc là, ça devient presque négligeable. Voilà. Donc au-delà de l'aspect fiscal qui peut être intéressant, il y a aussi cet aspect social, qui est intéressant. Vous payez moins de cotisation sociale. D'accord ? Voilà. Et quand tu as parlé des salariés, le taux social, c'est de l'ordre de 45%. Enfin, moi, c'est un taux un peu de cet ordre qu'on a, non ? Alors, quand tu es salarié, tu parles de quoi ? Tu parles de quand tu es salarié pour ton exploitation de location meublée ? Ou est-ce que tu es salarié à côté ? Non, admettons que j'ai un autre métier. J'ai dépassé les 23 000. Donc, tu as dit, tu as un abattement, mais le taux, on va dire, avant abattement, il est de l'ordre, c'est à peu près ça, 47%. En fait, il est de 47%, 47,5%, mais tu as un abattement de 60%. D'accord ? Et quand tu fais du meublé, de tourisme, l'abattement, il passe à 87%. 87%. Donc, il reste 6%. Même pas, il reste, en fait, tu imposes que sur 13%, en fait. T'as un abattement de 87%. C'est énorme. D'accord ? T'es toujours à 47,5%, de taux de cotisation. Quand tu es salarié. Mais ton abattement, il est plus important quand c'est meublé de tourisme. D'accord. C'est quand tu es imposé à 22% habituellement que là, tu descends à 6% si tu es meublé de tourisme. D'accord ? Donc là, je pense que c'est assez clair, en tout cas dans ma tête, c'est clair. Donc ça, c'est la partie. Et par contre, ce taux, il s'applique au revenu net. Donc après amortissement, après déduction des charges et tout ça. Alors, c'est plus complexe que ça. Il y a des règles de calcul. Ça va dépendre du statut. Par exemple, quand on est en LMP, là, on va calculer sur le résultat, sur le chiffre d'affaires. Sur le résultat, pardon, pas sur le chiffre d'affaires, sur le résultat de l'exploitation. D'accord ? Donc, chiffre d'affaires, quand on est salarié, c'est différent. Quand on est salarié, c'est sur le chiffre d'affaires. En fait, il y a vraiment, vous pouvez aller sur le site de l'URSSAF. Voilà. Quand vous faites votre déclaration, ils vont le calculer, ils vont demander. Voilà. Mais il y a une règle de calcul vraiment très précise. Et les montants ne sont pas les mêmes suivant votre statut. La base n'est pas la même. D'accord ? Donc là, moi, c'est vrai que j'ai construit des tableaux qui me permettent de faire les calculs, mais c'est plus complexe que ça. Voilà. Il y a vraiment des montants suivant le statut que vous avez. Des fois, c'est le revenu net, des fois, c'est le chiffre d'affaires brut. Voilà. Donc ça, c'est. D'accord. Si vous n'êtes pas comptable, si vous avez qu'un truc à comprendre de la compta, c'est que le chiffre d'affaires qu'on vous présente sur Capital n'a rien à voir avec le résultat net qui vous reste dans la poche. C'est pas parce que vous faites 500 000 euros de chiffre d'affaires que vous gagnez. Vous pouvez faire très facilement du chiffre d'affaires. Vous vendez des Porsche à 5 000 euros, vous allez faire plein de chiffre d'affaires. Vous allez faire 0 résultat. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et après, du coup, là, on a vu l'aspect en nom propre, si tu veux. Nom propre. Il y a aussi le fait de l'exploiter, par exemple, dans le cadre en société. Tout à fait. SS, SARL, des choses comme ça. Et là, c'est pareil. Il faut vous poser la question dès le départ, qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez vous protéger. Alors, c'est pareil pour les gens qui vont se lancer dans des entreprises. Toutes les entreprises, c'est à peu près le même fonctionnement. Exactement. Voilà, c'est le même taux de, ça rentre pareil, c'est de la même façon les taux de cotisation. Donc, sur une SARL, si on choisit l'option SARL, d'accord, il faut savoir que on est gérant. Vous êtes gérant, par exemple, majoritaire. Donc là, vous allez payer des cotisations sociales. D'accord? Donc, quand on est majoritaire, hein. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une protection sociale. D'accord?
parce que vous payez des cotisations sociales. Donc là, on est à peu près autour de 25 à 45%. Vous êtes au régime SSI, le régime des indépendants. D'accord ? Donc c'est un régime qui est plus faible, attention, que quand vous êtes salarié, parce que justement le taux de cotisation est plus faible. D'accord ? On est autour de 25 à 45. Vous allez voir généralement 45% parce que c'est le maximum, les 45%. Maintenant, plus vous prenez de rémunération, plus on a des paliers, en fait. Okay. Des cotisations, il y a des paliers, et vous n'avez pas cotisé sur la totalité du montant. C'est pour ça que, en sommant, vous pouvez être entre 25 et 45% de cotisation sociale. Okay. Donc, ça peut être pas mal, parce que du coup, vous aurez la sécurité sociale, un peu de prévoyance et un peu de retraite. D'accord ? Après, c'est toujours bien de compléter. D'accord ? Donc ça, c'est la partie. Et même si vous ne vous versez rien en termes de rémunération, vous allez quand même payer un minimum qui va être autour de 1 150 €, d'accord, par an. Okay. Ça vous donne à peu près 3 trimestres de retraite. Ça vous valide 3 trimestres de retraite. Et ça vous donne un minimum, en fait, de protection sociale. Même si on ne se verse rien. Ça, c'est l'origine de la SARL. Okay. Voilà, même si on ne prend rien. Donc, si tu as une SARL que tu ne payes pas, voilà. Ça suffit en gros pour si tu payes ces 1150 pour si tu te fais renverser dans la rue pour être soigné gratuitement. Voilà, t'as effectivement, ouais, tout à fait. T'as un régime de protection, d'accord. Okay. Après, quand tu peux également dans la SARL te verser des dividendes, d'accord. Donc là, on a parlé de la rémunération. Il y a aussi la possibilité de se verser des dividendes. Et là, les dividendes sont taxés à la cotisation sociale. On est sur les mêmes taux, à peu près, voilà, 45%, on va dire, maximum, d'accord. Donc on va payer. Okay. Parce que quand on prend dans une société, l'argent ne nous appartient pas à l'origine. Hein. Donc la société va payer de l'impôt sur les sociétés, d'accord. On va payer de la flat tax parce qu'on va récupérer l'argent. La flat tax, c'est l'imposition sur le revenu plus la CSG, enfin plus les prélèvements sociaux. Et dans une SARL, on va payer en plus des cotisations sociales. En plus de la flat tax. Exactement. Alors la flat tax, vous n'allez pas payer le 17,2%. Parce que dans la flat tax, en fait, il y a votre impôt sur le revenu et il y a les prélèvements sociaux, les fameux dont on parle depuis tout à l'heure. Vous voyez ? Prélèvements sociaux, c'est une taxe. Si vous avez des cotisations sociales, vous ne paierez que les 12,8 d'impôts. D'accord ? L'impôt, de toute façon, après, on paye plus d'impôts sur la dividende. Voilà, vous payez plus. Bon, après, il faut aller plus en détail. Vous avez la possibilité de prendre les dividendes à votre barème progressif. Vous n'êtes pas obligé de prendre la taxe. Voilà. Okay. C'est un régime. Mais en tout cas, tu es plus imposé on va dire, si tu gagnes bien ta vie, je sais pas, tu vas payer plus que 30% en tout de impôts plus la flat tax. En fait, ça s'applique pas vraiment quand tu es gérant de en fait, ce qui est embêtant, c'est que tu vas payer des cotisations sociales, surtout sur les dividendes. Ok. Donc à 45% des dividendes. Exactement. Tu vas payer à la fois de l'imposition sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, mais aussi des cotisations sociales sur les dividendes. Okay. Comme si c'était une rémunération. D'accord ? Ce qui peut coûter très très cher. D'accord ? Okay. Et c'est pour ça que donc, la question. Si on donne un exemple, si on a gagné, par exemple, 100 000 €, déjà, tu as l'impôt sur la société, ça va être à peu près 30 000, on va dire. Voilà. Tu as 100 000 de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Donc, il te reste, une fois que tu as payé 100 000, tu payes l'impôt sur la société 30 000. On va dire, on arrondit à 70 000. 70 000, voilà. Tu te verses, admettons, 70 000 en dividendes. Ouais. Et tu vas repayer, effectivement, des cotisations sociales en plus, 45%. Voilà, 45%, voilà, à peu près, d'accord. Après, il y a des subtilités, bon, on va pas en parler là parce qu'on va embrouiller les gens, mais voilà, grosso modo, c'est ça, d'accord. Donc, quand tu sais que tu vas vouloir prendre beaucoup de dividendes, le mieux, c'est d'être en SAS. En SAS, ou SASU quand on est tout seul, on a la possibilité d'être président, salarié ou non salarié, d'accord. D'être président salarié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les mois, on se verse un salaire, comme quand on était salarié d'entreprise, d'accord. Donc là, on est au régime général, donc c'est le régime des salariés d'entreprise. C'est la même protection sociale. Donc là, vous avez vraiment une protection sociale qui est plus, d'accord ? Le régime général, c'est celui de l'État, entre guillemets. C'est-à-dire que la retraite, c'est 64 ans si l'État décide que c'est 64 ans. C'est la même chose, d'accord ? Ok. La contrepartie, forcément, c'est que vous avez un taux de cotisation qui est très important, d'accord ? N'oubliez pas que là, vous êtes à la fois votre patron et à la fois votre salarié, d'accord ? Donc, votre taux de cotisation sociale est de 80% du net. Vous voulez vous verser 1 000 € net, il va falloir prévoir 800 € de plus. Ok. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est quand vous êtes en SASU. D'accord. Et en SASU, voilà, donc vous êtes soit président salarié, donc vous prenez un salaire avec un bulletin de paye tous les mois.
Ça peut rassurer certaines banques, mais après les banques sont pas dupes non plus, hein, de dire voilà, on fournit un bulletin de paye tous les mois, d'accord. La banque n'est pas dupe parce qu'elle sait aussi que c'est votre entreprise, mais en sortant un bulletin de paye tous les mois, ça peut aussi prouver à la banque que vous êtes aussi en mesure de vous payer tous les mois, parce qu'il y a une régularité, d'accord. C'est surtout cet état d'esprit-là que les banques vont voir, d'accord, aussi. Okay. Donc ça, et vous avez aussi la possibilité d'être président non salarié. Et là, vous prenez pas de bulletin de paie, vous prenez pas de rémunération et vous ne versez qu'en dividende. Et là, la magie entre guillemets de la SAS, c'est que vous n'avez pas de cotisation sociale sur les dividendes. Vous ne paierez que l'impôt sur les sociétés 30%. Et la flat tax, exactement, et la flat tax, d'accord. Mais la contrepartie, c'est que vous n'avez pas de protection sociale. D'accord. Si tu payes que sous. Exactement. Voilà. Zéro protection sociale, zéro cotisation retraite. Exactement. Rien du tout. Voilà. Rien du tout. D'accord. Et malheureusement, dans la flat tax, vous aurez quand même payé les prélèvements sociaux de 17,2%. Mais t'as aucune contrepartie. Sans contrepartie. Exactement. Et c'est ça que les gens voilà. Des fois, ça peut valoir le coup de payer un peu de cotisation sociale. 25%. Vous voyez, il n'y a que 8 points d'écart, finalement, par rapport aux 17,2. Mais au moins, vous avez une protection sociale. Que quand on n'en paye pas, on a à coup sûr les 17,2%. Ok. Et là, par contre, les 8, c'est la différence entre les 17 que tu as et les 25 quand tu as dit entre 25 et 40. Exactement, tout à fait. Voilà. Des fois, ça peut valoir le coup. Parce que souvent, on se dit, oh là là, j'ai pas envie de passer LMP parce que je vais avoir beaucoup de cotisations sociales. Oh là, j'ai pas envie d'être en société parce que je vais avoir beaucoup de cotisations. Ouais, mais en fait, en général, on paye déjà 17,2, en fait, de prélèvements sociaux. Qui ne sont pas, qui n'ont pas de contrepartie sociale, en fait. C'est un impôt. C'est un impôt déguisé, finalement. Donc, des fois, ça peut valoir le coup de payer peut-être 30% ou 25%. Mais au moins, on a une protection sociale sur ces 30%, plutôt que de payer 17,2% à la poubelle, j'ai envie de dire. Ok. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Très intéressant. Donc voilà, la question qu'il faut se poser au départ, c'est comment je me rémunère. Ouais, voilà. C'est comment je me rémunère. Donc, t'as gagné 100 000, on avait dit, il te reste 70 000 après que t'aies payé l'impôt sur les sociétés. Ouais. Ça, c'est le même, l'impôt sur les sociétés, que tu sois en SARL ou en SASU ou en SAS. Ouais, c'est 15%. Après, alors, c'est 15% au-dessus de, c'est 15% jusqu'à 42 500. Voilà. Et après, 25% au-delà. Donc, admettons qu'on paye. Donc, un peu moins, on va dire, il va te rester 80. Voilà. Donc, sur les 80. Il reste 80. On va payer en plus la flat tax. Voilà. Ok. C'est sur les 80. Voilà, sur les 80. Donc, 24 000. En fait, c'est sur ce qu'on va prendre. Donc, si on prend les 80, on va payer 30% sur les 80. Si on ne prend que 50 000 sur les 80, on n'est pas obligé de tout prendre, hein. On peut laisser 30 000. Après, tu peux les réinvestir et tout ça. Exactement. Biens, mais c'est vraiment sur ce qu'on prend qu'on va payer la flat tax. D'accord? Voilà. Ok. Donc, en gros, on a les 80. Donc, je fais le calcul vite fait. Si t'es en SASU, c'est le plus simple. T'enlèves 24. Donc, ça fait 56. Il te reste 56. Ouais, c'est ça. Tout à fait. 20 moins 24. Ouais, tout à fait. 56. Donc, sur les 100 000, 56. Une fois que t'as tout payé, il te reste 56. Et là, t'as plus rien à payer. Et par contre, sur les, en SASU. En SARL. En SARL. Donc là, on est en SASU, on prend que en dividende, tout à fait. Voilà. Donc là, il te reste 56 000. Et en SARL, tu aurais, au lieu de payer 30, tu paierais un truc genre 40, 45 à peu près. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Sur les 80. Donc, allez, et l'imposition sur le revenu en plus, En fait, tu paieras quand même de l'impôt sur le revenu. Donc, si on est sur la flat tax, on va dire 12,8%, parce qu'on paye pas les 17,2, qui sont inclus dans les 25 à 45. En fait, les 17,2, ils sont représentés différemment et un taux plus faible quand tu payes des cotisations sociales. D'accord. Donc 25-45%. Voilà. Donc là, ça te ferait à peu près. Donc tu te verses les 80. Ouais. Tu aurais déjà à peu près 10 000 d'impôt sur les revenus. Et après, sur les 80, tu aurais donc entre 25 et 35 et 45 d'impôt. Et 45%, voilà. Tout à fait. Donc là, il ne nous restera plus que, allez, si on prend 45, on est autour de 40 000, on a dit. Ouais, 40 000. 28 plus. 28, ouais. Il ne restera plus. En gros, avec un, tu payes 24 000 d'impôts et avec l'autre, 40 000. Ouais, c'est ça. En gros, tu as 100 000. En SASU, il te reste 56. Et en c'est ça. Et l'autre, SARL, 40, il te reste 40. Moins de 40. Tu as donné 60. Voilà, exactement. Voilà. Tout à fait. Mais tu as une protection sociale. Exactement. Donc en fait, ce qu'on dit souvent, alors c'est pas un conseil, hein, allez voir Sonine à son cabinet si vous voulez avoir plus d'infos. Mais en gros, on dit les SASU, si t'as pas besoin de te payer, admettons si t'as déjà 1 million d'euros sur ton compte et que tu veux lancer et que tu peux en vivre pendant des années et que t'as une protection via une autre activité, par exemple, tu peux faire une SASU.
Exactement. Si tu as 0 de côté, que tu lances ton activité, en gros, tu fais une SARL et puis comme ça, exactement. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça, en fait. En fait, c'est en gros, combien je vais me prendre. Si je prévois de prendre beaucoup d'argent, partez sur une SASU. Ça coûtera moins cher. D'accord? Et si vous avez que des revenus, plus faibles, réguliers, partez sur une SARL parce que là, vous êtes sûr au moins d'avoir une protection sociale. Parce que souvent, on se dit, quand on se lance, oui, je mettrai de l'argent de côté. Sauf que quand on est entrepreneur, on met rarement de l'argent de côté parce qu'on a toujours des dépenses qui arrivent. Donc au moins là, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Et comme ça nous donne une protection sociale. Voilà, ça c'est important. D'accord? Et sinon, la solution, si jamais vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes en SASU, au lieu de cotiser à des caisses générales publiques, pour lesquelles il y a un système de répartition, cotisez dans des caisses privées. Voilà, tout simplement dans des fonds privés où vous êtes sûr que ce que vous cotisez, c'est pour vous. Par exemple, là c'est de la capitalisation et pas de la répartition. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Par exemple, sur une SARL, on est sur 45% de cotisation. On va prendre le maximum, 45%. En SAS, on est sur 80%. D'accord? Partez sur une SARL, par exemple, et mettez la différence entre 45. En SARL, la protection, elle est moindre. On sait, parce qu'on cotise moins. D'accord? Mais ça donne quand même un minimum. Donc, mettez la différence, par exemple, entre 80% et 45% dans des caisses privées. Des Swiss Life, des AXA, des AG2R La Mondiale qui font des caisses privées de retraite, des caisses privées de prévoyance. Au moins, vous êtes sûr que ce que vous avez mis, c'est pour vous. Et on n'est pas sur un système de répartition où vous n'êtes pas sûr, comme c'est le cas sur une SAS, où vous prenez des bulletins de salaire, où là, vous avez payé 80%, mais l'argent que vous mettez sur la retraite, c'est pas pour vous, hein. D'accord? On est bien d'accord. C'est pour ceux qui sont retraités en ce moment, qui se la coulent douce à l'île Maurice. Voilà. Donc que nous, on charbonne dans la grisaille. Donc voilà, donc faites bien attention à ça parce qu'il y en a qui, je sais que moi j'en ai qui arrivent chez moi et qui me disent, moi j'étais salarié donc je veux avoir le même système de protection, je suis entrepreneur mais je veux pas perdre mon avantage. Donc c'est pas grave, je veux un bulletin de paye et je veux payer 80%. Ouais, mais en fait finalement, est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que c'est pas mieux de partir sur une SARL et de mettre justement le complément sur des caisses privées où on sait que c'est 100% pour toi, tout simplement. Tu vois? Tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure solution, en fait. Il n'y a pas de, qu'est-ce qui est le mieux? Non, ça dépend de ce que tu veux, toi. J'aurais pas le même discours avec quelqu'un qui a un business, on va dire, avec des revenus réguliers. Voilà, revenus réguliers, que quelqu'un qui va exploser au bout d'un an parce que son business cartonne et il va faire le mignon. Ouais, c'est ça. Par rapport à une femme qui a des problèmes de santé, j'aurais pas le même discours par rapport à une autre femme qui est en bonne santé ou par rapport à un homme qui est en bonne santé. Oui, voilà. Tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Les questions à se poser, c'est comment je me projette à long terme, à court terme, et quel système de protection je veux. Je veux quelque chose de sécurisé ou pas? C'est ça surtout. C'est les questions à se poser. Et après, en fonction de ça, j'ai envie de dire, il y a des schémas qui disent, le mieux c'est ça. Le mieux c'est ça. Ok. D'accord. Écoute, je pense que pour moi, c'est quand même assez clair. Alors après, j'ai un peu une culture de là-dedans. Mais donc, je pense que les grandes lignes, on les a quand même comprises. Donc, on doit, si je résume, hein, donc même si on dépasse les 23 000 euros, quoi qu'il arrive, on est soumis à cotisation, peu importe combien vous gagnez de l'autre côté. Ouais. Voilà. Le taux de cotisation diffère selon que vous soyez salarié, chômeur ou micro-entreprise. Tout à fait, exactement. Voilà. Après, si on a les biens dans une société, donc là, il n'y a aucune notion de LMP, LMNP si tu as tous tes biens qui sont dans tes sociétés. Exactement. Et pour toutes les activités du monde, ça fonctionne pareil. Si tu es donc SARL, EURL, oui, donc tu peux payer un peu moins si tu te payes tout le temps régulièrement des sommes, on va dire raisonnables, tu vas payer moins de cotises. Et SASU, tu peux ne payer 0 cotise, mais tu as 0 protection. Ou alors tu peux payer un petit peu moins de cotisation, donc seulement 30%. Ouais. Mais donc voilà, si tu prends 1 million de dividendes par an, c'est peut-être le bon système avec une paye plus raisonnable. D'impôt, c'est d'impôt. Hein. C'est pas de cotisation, c'est d'impôt. Hein. C'est de l'impôt. Hein. Ouais. D'impôt, oui, pardon, impôt. Ouais. Ça se déguise en cotise, mais moi je le connais bien parce que vu que je suis non résident, en théorie tu payes pas les cotisations sociales parce qu'en fait tu as déjà une protection sociale dans un autre pays européen. Tout à fait. Sauf que bien sûr ils ont trouvé ils ont changé des choses et tout pour qu'en gros on en paye quand même. Ah ouais. Voilà.
L'État n'est jamais à court d'idées pour dès que Exactement. c'est pas trop immoral de vous prendre de l'argent, ils vous prendront de l'argent. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et là, il faut savoir qu'ils sont en recherche d'argent, d'accord. Le quoi qu'il en coûte nous coûte à nous contribuables. Hein. Donc nous, on le voit déjà au niveau des administrations fiscales où ça sévit un peu plus. Hein. On n'est plus sur, on n'a plus des interlocuteurs comme avant, voilà, avec la même bienveillance. Donc il faut savoir que voilà, l'État recherche de l'argent quand même, donc il faut prévoir ses arrières. Hein. Voilà, quand on est investisseur immobilier, il faut prévoir ses arrières parce que forcément, on nous trouvera toujours des choses. On nous trouvera toujours des choses, hein. D'accord. La question, c'est pas est-ce que vous allez payer ou non, c'est combien vous allez payer. C'est ça qui compte. C'est surtout ça. En fait, il faut se préparer à payer, puisque là, je pense que vous l'avez tous vu. Ça, c'est un bonus que je vous donne, hein, mais je pense que tout le monde est au courant que depuis le 1er janvier, c'est sorti il y a pas longtemps, mais c'est rétroactif au 1er janvier 2023. Il faut remplir du coup la liste de tous les biens immobiliers qu'on possède, avec toute la liste des locataires, d'accord. Tout ça, c'est pour réévaluer la taxe sur le logement vacant, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à la trappe et finalement qui ne payent pas la taxe sur le logement vacant, d'accord. Donc la taxe sur le logement vacant a été augmentée. Donc c'est aussi une mesure de la loi de finances 2023. Hein. On passe de 17% à 25%. C'est pas anodin, d'accord. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que pour les résidences secondaires, donc résidences secondaires, dès qu'on fait du locatif, c'est secondaire. Hein, la taxe d'habitation, vous savez la fameuse taxe d'habitation, ils ont dit qu'ils nous la supprimaient. Eh ben non, dans certaines villes, ça va être même augmenté. Voilà. Ok. Et qui va la payer? Eh ben, à votre avis, le fameux propriétaire. Donc voilà, préparez-vous. Je pense que de toute façon, vous gagnez de l'argent, vous allez payer, typiquement. Donc voilà, faites bien vos calculs surtout. Faites bien vos calculs, c'est important. Et quand on fait de la location courte durée également, c'est très important parce qu'on a beaucoup de charges, des frais de plateforme, des frais de ménage, des frais de fourniture. C'est vrai qu'on se rend pas compte quand on achète comme ça. Tu le disais tout à l'heure, tu sortais ta carte bleue systématiquement. On se rend pas compte parce que des fois on achète. Et c'est finalement à la fin, quand on fait notre bilan comptable et qu'on se rend compte que tiens, le poste café c'est énorme. Le poste fourniture de produits d'entretien c'est énorme. Voilà, c'est ça où on se rend compte que finalement, est-ce que c'est vraiment rentable la location courte durée? Donc faites bien vos calculs, posez-vous bien les bonnes questions. Sous quel statut, quels frais, quelle est votre stratégie? D'accord, ça c'est important. Ok. Écoute, ça m'a fait super plaisir, Stony, de t'avoir sur le podcast, je pense. Moi également. On a eu une bonne petite conversation là sur les deux aspects. Si on veut te retrouver, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait? Alors mon profil, mon profil Instagram, c'est business locatif, okay. Voilà, tout simplement. En un mot? Oui, tout à fait, tout accroché. Voilà, BUS, business ou locatif, parce que j'ai fait du locatif un vrai business, en tout cas pour moi. Voilà. Après, mon cabinet, dedans, vous allez trouver toutes mes références, on va dire, enfin tous mes contacts. Donc, il y a mon cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Jaden Conseil, Jaden Conseil, expertise et conseil. Vous allez me trouver également sur Google. Donc ça, c'est mon cabinet d'expertise comptable. Je suis spécialisée forcément dans l'immobilier, dans les investisseurs, étant moi-même investisseuse forcément, mais aussi pour les entrepreneurs qui se lancent dans l'immobilier ou dans d'autres activités, il n'y a aucun problème, ce sont les bienvenus. Voilà, je suis également, je ne sais pas si tu es au courant, je suis également la présidente du Club Rentabilité Paris. Voilà. Okay. Donc tu m'as vu au salon l'année dernière, maintenant je suis la présidente, on a ouvert le bureau sur Paris, donc c'est vraiment un club de réseautage pour entrepreneurs et investisseurs. L'idée c'était vraiment qu'on passe un bon moment. Alors voilà, moi j'ai aussi cette idée de me dire je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. Voilà, je fais de l'entrepreneuriat. Le fait de pouvoir prendre du plaisir, c'est de ne pas me mettre la pression comme on aurait quand on se lance dans du business parce qu'on a de l'immobilier à côté. Donc c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de faire du réseau et que chacun trouve du business en fait. On fait du business réciproque dans la bonne humeur, la bienveillance, parce qu'on se réunit sur des cocktails, d'accord, qui sont offerts par le club quand les gens sont abonnés au club, et on met en relation les gens. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être là dans la bonne humeur, de faire des échanges, de rigoler, de boire, de manger, tous ensemble. Voilà. Et ça c'est important. Et on fait ça dans des lieux super sympas. Jeudi, par exemple, là, je sais pas quand est-ce que le podcast va diffuser, mais jeudi, par exemple, plus tard que jeudi, ce sera passé le jeudi. Voilà, donc jeudi, on a la chance d'être reçu chez Tesla, par exemple, à la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Voilà, chez Tesla, donc cocktail, effectivement, immobilier, où là, on a pas mal de monde, et on a des thématiques d'experts à chaque fois. Donc là, ça va être sur le financement bancaire. On a eu, effectivement, la rémunération du chef d'entreprise, comment se rémunérer. On va avoir la location courte durée, comment effectivement générer beaucoup d'argent. On va avoir également la division, avec des intervenants experts dans leur domaine à chaque fois, des intervenants différents et experts dans leur domaine.
Voilà. Super. Donc pas mal de projets. écoute... N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou même via mon cabinet sur le site internet jadenconseil.com. Super. Merci pour tous tes éclaircissements. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Thibaut de m'avoir reçu. Merci. Allez. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode d'Axeline. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai trouvé vraiment de haute qualité. J'adore toujours les invités que j'ai sur le podcast, mais cet épisode, j'ai trouvé vraiment qu'il a été de très très bonne qualité. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le week-end d'IMO, vous allez sur le site du Club Invest, lien dans la description, ou alors vous m'écrivez sur Instagram, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi de répertorier tous les emails et tout via justement le site du Club Invest. Et le lien est dans la description. Donc vous dites voilà, je suis intéressé pour participer au week-end du 18 au 20 août. Ça vous engage à rien, bien entendu, mais vous aurez accès à la vente des tickets en avance. L'an dernier, je pense que tout le monde avait vraiment beaucoup apprécié l'événement. Alors je sais pas si tout le monde reviendra, mais en tout cas rien qu'avec les membres de l'an dernier, s'ils se réinscrivent tous, enfin voilà, les places seront forcément limitées. Donc avoir accès en priorité aux tickets, ça vous si vous voulez participer, ça vous donnera un avantage considérable. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine depuis l'Argentine si tout va bien. Bye bye.